Il y avait des étudiants de l'année dernière, comme ça permet aux étudiants de l'année actuelle de se préparer. Je vous en prie. Le micro est là. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Oui, la Chine est une puissance économique mondiale qui continue de se développer avec les nouvelles routes de la soie. Elle est une puissance militaire dotée de l'arme nucléaire et a intégré les grandes organisations internationales diplomatiques. Mais ne pensez-vous pas que des peurs européennes, comme une tentative d'hégémonie, notamment au travers des nouvelles routes de la soie, un déséquilibre commercial à son profit, des visées sur la mer de Chine et les problèmes de respect des droits de l'homme dans sa définition actuelle, puissent ternir son image et ou freiner son ascension? Merci. Autre question, comme ça permettra au professeur Cheng de répondre. Alors c'est encore l'année dernière, mais c'est pas grave, les autres vous préparez. Ouais, oui, il y a de ce côté, d'accord. Alors on prend les deux questions, puis après je basculerai de l'autre côté de la salle. Allez-y. Bonsoir, Johan Legui de Kresker, un ancien étudiant du master. Moi, si j'ai bien compris, vous avez dit que la Chine n'avait pas vocation à intervenir dans les affaires du monde. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on peut envisager, si ses intérêts économiques ou alors ses intérêts vitaux à l'étranger sont menacés, s'il peut y avoir une intervention militaire. Merci. Je t'ai pas trop vinaigré quand même, non? Alors, professeur Cheng, je vous laisse répondre aux deux questions, puis on en prendra tout à l'heure d'autres. D'accord, je vais essayer d'être concis parce que le premier étudiant a posé 3 questions en fait. Bon, je crois que la façon dont on voit les problématiques, la perception est très importante. Nous parlons de la Chine qui a une plus grande influence, un plus grand rôle dans le monde. Et là, on se dit, ah, ça c'est hégémonique. Moi, je dirais qu'il s'agit là de définir ce que c'est que l'hégémonie. Qu'est-ce qui est hégémonique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que quand on parle d'hégémonie, on dit que nous dictons comment notre pays doit être géré contre sa propre volonté. Et ce qu'essayent de faire les Chinois, c'est de travailler avec d'autres pays. S'ils souhaitent quelque chose, eh bien, on essaye de travailler avec eux. La semaine dernière, j'étais dans un autre pays et j'étais au Laos et on essaye d'avoir une route, une voie ferrée à grande vitesse qui connecterait le sud de la Chine et Vientiane. Mais bon, les Laotiens disent « Oh non, on n'en a pas besoin ». Eh bien, ce qui est le plus important, c'est de relier Vientiane avec l'ancienne capitale. Mais là, ça ne relierait pas la Chine, ça serait une liaison horizontale plutôt que verticale. Donc, le président Xi a dit « D'accord, aux Laotiens, on va soutenir votre projet de ligne à grande vitesse ». Ça, c'est la différence. Donc, bien sûr que les Chinois ont beaucoup d'intérêt au Laos, mais nous essayons de soutenir les Laotiens, de faire des choses qui profiteront d'abord aux Laotiens. On va construire d'abord cette voie ferrée et ensuite, plus tard, on fera cette connexion avec la Chine. Et vous avez parlé des droits de l'homme. Bon, là je crois que c'est de l'histoire ancienne. Il y a 10, 20 ans, quand je venais en Europe, on nous parlait de cela. Mais bon, là encore. Ça, il semble que ça pose encore problème à l'Europe. Mais les choses ont changé maintenant en Chine. Et je crois que... Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire vraiment. Quand les Chinois viennent à Paris, ils s'inquiètent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de pickpockets et parfois ils se font agresser. Bon, alors bon,
qu'en faire? Que faire de cet état de fait en Europe? On a tous nos problèmes. La seule chose, c'est de s'en rendre compte et d'aller de l'avant dans toutes les sociétés. Et puis, la question de la mer de Chine méridionale, c'est quelque chose qui a été monté en épingle l'an dernier. Mais je crois que maintenant que les Chinois travaillent avec les Philippines et aussi avec les Vietnamiens de façon calme pour résoudre cette question. Donc, tout va bien. Les choses s'améliorent grandement par rapport à ce qu'elles étaient par le passé. Une intervention militaire, ça c'est la question. En Libye, nous avons retiré 35 000 ressortissants chinois après la guerre civile. Et dans bien d'autres pays. Lorsque les choses se sont désintégrées au Soudan du Sud, nous avons extrait nos ressortissants. Ce que nous faisons maintenant, c'est une extraction de nos ressortissants. Ce qui serait meilleur, c'est de trouver une bonne façon d'aider ces pays à développer leurs économies pour éviter cet effondrement sociétal, pour garantir qu'ils aient une stabilité, une certaine croissance, et donc les Chinois pourraient rester dans ces pays, comme en Éthiopie ou dans d'autres pays africains qui s'en sortent très bien. Idem au Laos. Mais bon, si jamais à l'avenir, la Chine devenait très forte militairement, avec des forces, une puissance de projection, une position de frappe rapide, un bon système de renseignement, comme la France. What do we do? Qu'est-ce qu'on ferait alors si nous disposions de tout cela? Il me semble que là, ce serait, disons, un saut dans l'inconnu, un saut peut-être trop périlleux. Pourquoi? Parce que on dit qu'il n'y a que le premier pas qui coûte, mais une fois qu'on a franchi ce premier pas, tout est possible, tout est permis. Toutes les autorestrictions sautent et disparaissent. Donc je crois que, justement, la Chine devra faire attention à ne pas se laisser tenter. On pourra, bien sûr, faire intervenir les Nations Unies, aux frais de la Chine s'il le faut, envoyer des soldats bengalis ou pakistanais ou que sais-je. Mais enfin, toujours est-il que là, la Chine saura faire preuve de retenue. Et d'ailleurs, la France, peut-être plus audacieuse, mais je crois que là, au contraire, ce serait la Chine qui aurait tout intérêt à faire preuve de retenue. Alors, allez-y. Eh bien, deux, allez-y. Allez-y, l'un et l'autre, l'une et l'autre. Oui, c'est bon. Professor Chen, thank you for... Professeur Cheng, monsieur le professeur, merci de cet exposé. Que pensez-vous du rôle de l'armée chinoise, de l'armée populaire, surtout à la lumière des événements récents et les dernières interventions? Toute la puissance chinoise qui était en train de monter face aux États-Unis. Je voulais savoir si la Chine avait des intérêts pour faire du business dans un futur à moyen terme avec l'Europe. Quelle sera la place de l'Europe d'un point de vue chinois dans un moyen terme? Je ne vous ai pas oublié, mon général. Allez. La première question concernait l'armée chinoise. Alors, effectivement, l'armée chinoise, c'est une armée de défense, de dissuasion également. Et dans certains cas, je pense notamment à Taïwan,
il y a effectivement, en cas de conflit, l'armée sera là pour vaincre. Ou si, par exemple, les Américains devaient placer ses forces à Taïwan, là, effectivement, il y aurait un conflit. Donc, il y a défense, dissuasion et défaite. Ou enfin, défaite du point de vue de l'autre, bien sûr. Ça serait donc victoire sur l'adversaire. Cela étant, le rôle principal actuellement est un rôle de maintien de la paix et il me semblerait souhaitable que la Chine accepte d'assumer au sein des systèmes des Nations Unies une place plus importante, puisque la Chine pourrait moderniser les forces de maintien de la paix. Je ne sais pas si vous allez à Shanghai, vous verrez que les chantiers navals sont spectaculaires. La Chine construit des frégates, des destroyers, des porte-avions, des navires de dernière technologie. Il y a donc des porte-avions qui sont construits au moment où je vous parle. Et donc, là, sur ce plan-là, je crois qu'on aura 3 jusqu'à 5 porte-avions qui seront prêts qui seront mis en circulation dans les années à venir, dans les 10 prochaines années au plus tard. Alors, les États-Unis en ont 10. Il ne s'agit pas de vouloir surenchérir, dire voilà, les États-Unis ont 10 porte-avions, il nous en faut 10. Non, déjà 5 c'est déjà très bien. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que s'il n'y a pas une course à tout prix, ça veut dire que la Chine peut certes développer ses capacités, mais dans l'état actuel des choses, la Chine est la 2e puissance militaire avec une portée de projection considérable. La question reste de savoir quel usage faire de cette puissance militaire. Alors, la puissance économique de la Chine, certes, elle est utilisée depuis de nombreuses années et de manière très efficace. La question est de savoir quel usage faire de la puissance militaire, et là, évidemment, c'est une question plus délicate. Pour autant, je pense que c'est surtout un rôle de défense et de dissuasion qui incombe aux forces armées. J'espère qu'on n'en viendra pas à une situation où il nous faudra vaincre un adversaire. Qu'il s'agisse d'indépendance de Taïwan, Taïwan n'ira pas jusque-là, puisque la dissuasion suffira à l'en dissuader. Par contre, des forces de maintien de la paix, bon, là, la Chine peut jouer un rôle justement de leader facilitateur dans ces opérations. Maintenant, vous parlez quelle serait la position de l'Europe à mesure que la Chine, comme vous le dites, fait affaire avec l'Europe. Cette question, d'ailleurs, j'y pense depuis longtemps, puisque c'est une problématique complexe. J'y ai d'ailleurs consacré plusieurs articles. Il me semble que si l'on considère la Chine et l'Europe, ce sont 2 continents très éloignés, et nous n'avons pas beaucoup de conflits d'intérêts, ne serait-ce qu'en raison de cette distance géographique. Donc, si la Chine était voisine de l'Europe, comme la Russie est voisine de l'Europe, là, certes, il y aurait peut-être des sources de friction, mais ça n'est pas le cas, et il n'y a donc pas de conflit d'intérêts ou de friction entre la Chine et l'Europe, ce qui permet de construire une relation beaucoup plus, disons, facile, beaucoup moins encombrée de tensions. Donc l'Europe est un grand partenaire. Peut-être que la France sera, après le Royaume-Uni, le 2e partenaire européen de la Chine. La Chine, d'ailleurs, les investissements directs à l'étranger, les investissements directs chinois visent l'Europe en priorité. Je crois que, inversement, Volkswagen, par exemple, construit 4 millions de voitures
en Chine, donc beaucoup plus que ce qu'elle ne vend en Europe. Donc les investissements vont dans les deux sens, les investissements chinois en Europe et les investissements européens en Chine. Sur le plan politique, évidemment, l'Europe est un continent de première importance, mais ça n'est pas l'Europe comme région qu'on considère, c'est les pays individuels. La France est un partenaire étroit de la Chine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a de nombreux dialogues, des efforts de concertation, de coordination sur les questions de sécurité. La Chine, d'ailleurs, a construit une relation constructive, c'est le cas de le dire, avec l'Allemagne. C'est un partenaire stratégique de la Chine. Nous avons d'ailleurs la plateforme du 16+1 avec les pays d'Europe centrale et orientale. Alors, il se peut que Paris et Bruxelles ne s'en réjouissent pas trop, mais toujours est-il que, et cette fois au niveau régional, l'Union européenne et la Chine ont également des partenariats stratégiques. Donc, du point de vue de la Chine, je crois que c'est une main tendue vers l'Europe, au niveau bilatéral, au niveau sous-régional et effectivement au niveau régional, au niveau de l'Union européenne dans son ensemble. Un engagement donc multiple qui fait crédit, dans une large mesure, à l'Union européenne. J'en parlais à mes collègues asiatiques. Évidemment, la Chine et les pays en développement connaissent les pays européens, mais autant les relations bilatérales sont soutenues, autant les relations au niveau de l'Europe sont compliquées. Lady Ashton n'a pu trouver d'interlocuteur qu'avec la Chine, mais avec aucun autre pays asiatique. Par rapport, par exemple, au Pakistan ou à l'Inde, l'Inde peut parler à l'Europe pays par pays, mais pas au niveau de l'Union dans son ensemble. Alors que la Chine, elle, en est capable. La main est tendue et, dans une large mesure, la main a été prise, mais quand même, une certaine frustration est à déplorer. Parce qu'au bout de 15 ans d'engagement constructif avec l'Union européenne, rien n'a été conclu, rien n'a été construit en termes de nouveaux traités. Les négociations en cours n'ont finalement rien donné sur le plan économique. Notre ministre des Affaires étrangères nous dit, voilà, lorsque nous traitons avec les Européens, les exigences européennes ne font que bouger, de passer d'une demande à l'autre. Une fois qu'une demande est remplie, on passe à autre chose, à la suivante. Alors que du côté chinois, au lieu d'avoir un film avec un défilé de demandes, pour la Chine, c'est comme un tableau qui n'est jamais peint. Par exemple, la levée de l'embargo sur les armes, enfin, toutes ces questions qui sont celles de la Chine restent sans réponse. Donc c'est une source de frustration, mais si vous faites un petit peu le tour de l'horizon, si on voit ce qu'est le rôle de la France et de la Chine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, au sein de l'accord de Paris, l'Europe et la Chine ont travaillé de pair. Il y a quand même quelques sources d'espoir. Ce que nous espérons, c'est que l'Europe continuera commencera plutôt à nous donner des résultats. Capacitaire de l'APL. La réforme actuelle de l'APL et le renouveau dans les capacités, les matériels et les missions datent de 2004-2005 avec ce que l'on a appelé à l'époque les nouvelles missions historiques de l'APL. Et on est passé d'une armée destinée à sanctuariser le territoire à une armée capable, qui doit être en mesure de se projeter. Donc on a la constitution de forces expéditionnaires, la constitution de groupes aéronavals, 1, 2, 3 en construction, 5 peut-être à terme, nouvelle information ce soir. Donc on a un changement fondamental qui a été initié il y a 15 ans et dont on commence aujourd'hui à voir les premiers signes, ou en tout cas les premiers signaux opérationnels, je dirais. Ça, c'est la première dimension.
Et de manière liée, il y a une chose aussi qui est assez importante, c'est que ce changement de paradigme stratégique s'est opéré aussi avec une évolution des personnels politiques et une évolution du leadership politique. Aujourd'hui en Chine, il n'y a plus de leader politique qui ait connu la guerre, qui ait connu les guerres de libération du Front uni contre le Japon, etc. Alors qu'avant, jusqu'à Deng Xiaoping, on va dire, même jusqu'à Jiang Zemin, c'était un des ciments du leadership. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération de dirigeants qui sont affranchis d'une certaine mesure de ce rapport pesant, lourd à l'histoire, à la guerre, et qui envisagent le recours à la force armée d'une nouvelle manière. Et donc, en construisant un outil fiable, efficace, on a aujourd'hui, d'une certaine manière, une redéfinition du seuil et du cadre du recours potentiel à la force armée chez ces dirigeants chinois. Donc une évolution quand même à prendre en compte dans le cadre global de la perception et l'action de la Chine sur la scène internationale. Merci. D'autres questions? Mademoiselle, vous avez le micro. Allez-y, allez-y. Ah, je croyais que c'était vous qui posiez la question, mais vous passiez juste autrement. Bonjour et merci pour cet exposé. Dans le cadre du leadership, il y a deux éléments importants. C'est un, la monnaie. Vous avez évoqué le nouveau régime des droits de tirage spéciaux du FMI. Quelle est la position de la Chine au niveau de sa monnaie? Et le deuxième aspect, vous avez parlé des investissements directs étrangers en Chine, chinois à l'étranger, mais quid des marchés de capitaux, du développement des marchés de capitaux en Chine? Une question qui m'est posée là, le micro ici, je vous en prie. Moi, je l'ai. Ce serait peut-être bien si vous donniez un éclairage sur la crise en Corée du Nord en plus, mais je vous en prie. Yeah, thank you, Professor. Monsieur le professeur, comme en tant que militaire, j'appuie le retour de la Chine à sa juste place. Cela ne fait aucun doute. Mais entre le leadership facilitateur et coercitif, en Europe, nous voyons avec la mer de la Chine du Sud et Taïwan qu'il y a quand même un problème. Comment pouvez-vous illustrer un leadership facilitatif dans ces deux zones, disons, délicates, ou alors est-ce que là, ce sera uniquement le mode coercitif qui s'appliquera? Vous savez, je ne suis pas économiste, mais vous parlez des marchés des capitaux en Chine, qui sont, dans l'état actuel des choses, essentiellement contrôlés. Pourquoi? Parce que nous avons pu tirer les enseignements de la dernière crise financière asiatique. Dans les années 1990, la Chine s'est donné un échéancier pour, disons, avoir un libre-échange du RMB. Ensuite, il y a eu la crise financière. Et le contrôle des marchés des capitaux, le contrôle des capitaux est là pour protéger l'économie, pour éviter des externalités telles que celles des crises financières. Donc c'est la raison pour laquelle, sur ce dossier-là, la Chine avance à petits pas. Néanmoins, au cours des dernières années, vous savez qu'un nouveau gouvernement sera formé au mois de mars après le congrès du peuple, donc du Parti communiste, et ce qui se produira, c'est une ouverture progressive des marchés financiers. On verra jusqu'où le gouvernement ira en la matière, donc pour ce qui est de l'ouverture notamment des marchés des capitaux. Maintenant, vous parlez d'un leadership facilitateur avec l'approche chinoise par rapport aux mers de la Chine du Sud et à Taïwan. Alors, le premier constat, c'est que tant pour Taïwan que pour les mers de la Chine du Sud, ces deux zones géopolitiques sont considérées par l'administration chinoise comme des territoires chinois. Donc, il ne s'agit pas de relations de la Chine avec d'autres,
quand on parle de protéger nos propres intérêts, l'usage de la force se justifie lorsque le territoire est menacé. Et donc, dans le cas de Taïwan, cela s'applique tout particulièrement puisque Taïwan fait partie de la Chine. Enfin, ceci a été, en tout cas, cela est intégré dans la constitution chinoise et nous avons pendant des années essayé de nous ouvrir à Taïwan sur le plan économique, en apportant notamment les bénéfices de la citoyenneté aux ressortissants de Taïwan. Donc maintenant, ils ont des cartes d'identité chinoises, ils peuvent, par exemple, les étudiants payent les mêmes droits d'inscription que les locaux pour aller à l'université, ils peuvent travailler en Chine populaire, enfin en Chine continentale. Et donc tous les moyens, disons, pacifiques ont été mis en œuvre pour normaliser les relations avec Taïwan, pour faciliter l'intégration, un peu comme l'Europe a construit l'intégration ou la construction européenne. Donc c'est un peu ce modèle-là qui s'applique, mais évidemment, s'il y avait des velléités d'indépendance ou une interférence militaire étrangère, alors là, effectivement, nous n'aurons d'autre choix que d'avoir recours à la force militaire pour réagir à une telle situation. Cette perspective, évidemment, peut être une source de tension dans notre relation avec les États-Unis, et effectivement, c'est une voie dangereuse, et les puissances militaires doivent être extrêmement prudentes, et les Américains, évidemment, doivent veiller à ne pas envenimer une situation parce qu'elle pourrait entraîner un conflit ouvert avec les États-Unis. Et alors, avant de parler de la Corée du Nord, s'il ne s'agit pas de Chine ou de territoire chinois, là, nous sortons du cadre militaire, en tout cas du cadre coercitif. Il faut bien entendu travailler avec tous les pays, travailler sur une base de coopération. Et si en particulier nous avons affaire à des pays modestes qui ont besoin de notre aide, eh bien c'est ça, la notion de leadership facilitateur. Nous pouvons faciliter la tâche de nos partenaires. Maintenant, pour la Corée du Nord, évidemment, la Corée du Nord, c'est une triste histoire pour la Chine. En tant qu'intellectuel qui a suivi l'évolution de la relation, nous avons vu que la diplomatie chinoise n'a pas obtenu ce qu'elle recherchait. Nous avions commencé les négociations à 6 parties. Certains progrès ont été réalisés lors du dernier tour de négociation. La hiérarchie nord-coréenne s'était engagée à bloquer ou à geler plutôt ses programmes nucléaires et même à commencer à le démanteler. Et puis maintenant, qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'au contraire, les Nord-Coréens ont développé leurs capacités, ont développé leurs lanceurs. Et évidemment, de nos jours, notre relation avec la Corée du Nord s'est considérablement dégradée. Les objectifs n'ont pas été atteints. Nous espérions créer une zone tampon avec la Corée du Nord et d'autres pays socialistes. Enfin, nous espérions dénucléariser la Corée du Nord. Eh bien, effectivement, force est de constater que rien de tout cela n'a été réalisé. Évidemment, ça pose problème pas simplement à la Chine, mais également à la Corée du Sud, au Japon et même aux États-Unis. Et donc là, c'est un véritable enjeu, une gageure, parce que face à cela, évidemment, il faut gérer la situation avec prudence. Alors il y a certes des sanctions des Nations Unies qui sont très fermes, et la Chine appuie bien entendu ces sanctions à l'encontre de la Corée du Nord, mais est-ce là le seul moyen? Moi, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à le penser, j'ai le sentiment que ce n'est pas ainsi que nous parviendrons à retirer à la Corée du Nord sa capacité nucléaire. Il nous faut
Alors évidemment, ce que nous recherchons, c'est la dénucléarisation de la Corée du Nord, mais à défaut, est-ce que nous contenterons d'autre chose? Rien n'est parfait dans ce monde. Est-ce que nous nous contenterons d'une situation, disons, bâtarde? Ça n'est jamais très agréable. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons que nous féliciter de voir qu'à nouveau, il y a un dialogue qui semble s'ouvrir entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a la perspective des Jeux Olympiques. Peut-être que nous entrons dans une nouvelle ère, de nouvelles relations, en tout cas, entre les deux Corées. Au moins, en tout cas, la menace de guerre n'est pas imminente sur la péninsule coréenne. Je vous en prie. Si je puis me permettre de conclure quand même. Nous avons reçu en Chine votre président, le président Macron. Nous savons que la France fait son comeback, pour ainsi dire, sous le président Macron. Nous attendrons prochainement la chancelière Merkel et les représentants de sa coalition. Ce que nous espérons, c'est que l'Europe pourra progresser et accélérer, disons, son développement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le nom chinois de Macron, Macron, c'est comme ça qu'on le prononce. Eh bien, Emmanuel Macron nous a offert un cheval, un alezan. Mais si vous lisez les caractères chinois et si vous interprétez le mot, les idéogrammes qui font Macron, ça veut dire à la fois cheval, dragon et mon cheval vint, donc la victoire du cheval sur le dragon. C'est ça que ça veut dire, Macron. Alors, donc c'est un petit peu ça. Enfin, quand on écrit on transcrit en chinois le nom de Macron, ça veut dire voilà, le cheval arrive à vaincre le dragon. Bon, j'espère que ce ne sera pas d'un combat entre les deux, mais plutôt d'une amitié constructive entre le cheval français et le dragon chinois.